Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce premier débrief de ce grand moment attendu depuis longtemps. Le dialogue national était annoncé. Il est donc lancé depuis ce matin après la cérémonie solennelle d'ouverture et puis les premiers travaux qui laissent déjà entrevoir des travaux intenses au cours de ces 4 prochains jours. Et nous en parlons ce soir pour surtout jeter un regard sur les premiers éléments et surtout les enseignements qu'on peut tirer de cette première journée, de ce grand dialogue national. Nous avons donc choisi de convier quelques regards avertis sur la question, sur l'analyse sociopolitique et peut-être même sur l'engagement politique dans notre pays pour en parler. Dans ce studio avec nous, nous aurons le plaisir de partager ce temps d'antenne avec le professeur Stéphane Akoa. Il est analyste sociopolitique, mais surtout chercheur. Merci, professeur, de répondre favorablement à cette sollicitation au moment où tous les yeux sont rivés sur ce grand dialogue national. Merci à vous, Patrick, d'avoir pensé à cette discussion. Voilà. On va donc, pendant le temps de cet échange, But for us to start, or for us to talk, it's all vous qui a tenu en haleine toute la communauté nationale ce matin et qui va certainement le faire encore pendant les jours à venir. Et en face de vous, nous avons aussi appelé une militante. Elle est certes le diplomate de formation, elle est ancienne conseillère municipale, elle est aussi membre très active du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elle est d'ailleurs mandatée comme communicatrice ce soir pour son parti, pour tirer les premiers enseignements, n'est-ce pas, de ce grand dialogue national. Madame Hélène Tchouentekom, merci de répondre à notre sollicitation ce soir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs que je sais très nombreux qui nous regardent. Et bonsoir, bonsoir à tous les collègues, les communicants de Lyon, tous ceux qui sont comme moi ce soir sur un plateau. Je vous dis bon courage et merci pour nous avoir invités. Canal 2, la télévision panafricaine, la grande maison républicaine. Merci, cela nous va droit au cœur. Il faut seulement rappeler à nos téléspectateurs que nous aurons 2 autres invités, le trafic, au regard de leur présence aussi sur le site qui vient de connaître la clôture à peine, n'est-ce pas, de cette première journée du côté des collines de Nkolniada, du monde Nkolniada, du côté du palais de congrès. Ils seront là. Elie Smith, qu'on attend aussi, toujours, et le directeur de publication du quotidien Le Jour, Georges-Alain Boyomo. En attendant, on va peut-être revenir sur les premiers faits de cette journée avant de repartir justement avec nos invités sur le premier regard en matière de forme de ce grand dialogue national. C'est tout juste derrière la transition. Une fois de plus, bonsoir madame, bonsoir monsieur et bienvenue à ce moment d'échange, ce premier débriefing que nous vous proposons de ce grand dialogue national sur les antennes de Canal 2 International. Après, bien évidemment, le déploiement de cette journée, les reporters sur le terrain, autour du palais de congrès, dans les artères du palais de congrès. Et un de ceux-là, qui a suivi d'ailleurs depuis le début des consultations du Premier ministre du côté de la primature, les entrées, les associations, les groupes et tous ceux qui ont été reçus par le Premier ministre pendant près de 2 semaines, il était encore du rendez-vous ce matin du côté du palais de congrès. Bran Kamga, c'est notre reporter qui est avec nous justement ici en plateau. Bran Kamga, bonsoir. Bonsoir Patrick Christian et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, vous dégagez plutôt une forme et quand on sait combien vous avez été très impliqué, courant dans les artères pour recueillir les moindres faits et gestes de ce grand rendez-vous attendu, quelles sont vos impressions au soir de cette première journée? Eh bien Patrick, vous savez, lorsqu'on est au service de la nation, pour ne pas le dire ainsi, lorsqu'on travaille pour que les uns et les autres soient informés, on ne se fatigue point. Donc on est obligé de travailler, d'informer les téléspectateurs à temps pour qu'ils puissent être à la une de l'actualité au même titre que les autres et pourquoi pas avant. C'est notre rôle. Alors, est-ce que vous avez l'impression, après avoir vu tout ce que vous avez observé ce matin, que les fruits ont tenu, tout au moins pour cette première journée, la promesse des fleurs quant à justement la première forme de l'organisation?
La forme de l'organisation, il faut le dire, un peu plus de 1000 invités étaient officiellement attendus. On en a eu 2000 pratiquement. La grande salle du Palais des Congrès n'a pas pu contenir tous les invités venus à ce grand dialogue national. C'est vrai, on a vu cette forte mobilisation des Camerounais, l'envie de participer au dialogue national, mais il y a eu quelque peu de limites parce que certains n'étaient pas officiellement invités, ils n'avaient pas ou de badge ou de billet d'invitation et du coup ils étaient obligés de rester à l'extérieur pour suivre les travaux. Mais dans la salle proprement dite, il faut dire que la cérémonie officielle d'ouverture a été très courue ce matin depuis 10h30 avec le Premier ministre qui est le président de ce grand dialogue national. Joseph Dion-Bouté, tous les membres du gouvernement, les corps constitués, ont pris part à ce grand rendez-vous et on l'a dit, vous l'avez peut-être regardé dans le journal de 19h50, il y a un fait qui a cristallisé toutes les attentions pratiquement, ce sont ces ex-combattants. Et il faut dire, certains Camerounais restent jusque-là sceptiques. S'agit-il vraiment des ex-combattants, des ex-ambazoniens? Tous les éléments que nous avons à notre disposition nous permettent de dire qu'il s'agit bel et bien des ex-combattants, lesquels ex-combattants non seulement demandent à leurs frères et sœurs de sortir de la brousse, mais aussi et surtout, il y a un fait majeur, et c'est ce qui nous a beaucoup marqué. Il faut que pendant les 4 jours à venir, on laisse tous les Camerounais présents à ce dialogue s'exprimer parce qu'ils auraient voulu aller plus loin, mais le protocole les a un tout petit peu recadrés, effectivement. Mais on a senti des jeunes qui voulaient s'exprimer, ils se sentent marginalisés dans leur foi intérieur. Ils sont venus au dialogue national pour dire arrêter cette marginalisation qui est réelle. Il y a ce jeune Yannick Kawa, si je me trompe, qui a dit lorsqu'on veut recruter 6000 forces de défense et de sécurité, le nord-ouest, le sud-ouest n'en a que 200. Est-ce que c'est normal? Et toute la salle a applaudi. Vous voyez, voilà un cliché parmi tant d'autres qui démontre à soi que les Camerounais veulent aller à ce dialogue. Voilà, vous étiez déjà de plein fouet dans ce qu'on peut considérer comme étant les faits marquants, tout au moins de cette première journée. On n'a peut-être pas encore la capacité de faire un bilan de ces travaux, rendus simplement à la première journée où les questions de forme ont beaucoup plus été exposées. Mais nous, on va vous dire merci parce que le travail se poursuit. Blanc Kamga, sauf que vous nous ajoutez autre chose sur les faits. Effectivement, Patrick Christian, le travail se poursuit et il y a exactement 17 minutes que la plénière, la toute première plénière s'est achevée. Dans le programme officiel, on devait aller à 1 heure de plénière et puis constituer les commissions. Malheureusement, jusqu'ici, on n'a pas les commissions. La plénière vient de s'achever. Elle a commencé à 15h et s'est achevée à 20h40. Vous voyez, 5h40 de débats, des débats très houleux. Et les premières réactions, même si au sorti de là, ils étaient très fatigués, on en a 2 majeurs. Il y a Ibrahim Bombon-Joya, le sultan des Bamoun, qui demande la limitation de mandat, il demande la décentralisation. Et on a bien sûr le chairman du SDF, Nidjon Frondi, qui demande à ce que le fédéralisme soit effectif. Maintenant, lorsqu'on sait que le président de la République a déjà recadré le contenu des échanges et qu'il n'y aura pas de débat sur la forme de l'État, ça laisse à craindre. Alors, nous, on a des experts de ces questions sur ce plateau, des acteurs politiques avec qui on va échanger certainement sur le premier débrief, les premières analyses qu'on peut tirer. On vous dit merci Blanc Kamga et bonne suite parce que justement le devoir vous attend encore demain pour la suite de ces travaux. Merci d'avoir été là. Alors, Madame Hélène Tchouentekom, vous avez suivi, comme vos compatriotes, cette première journée de ce grand rendez-vous. Quelles sont les premières impressions que vous avez déjà sur le plan de la forme de ce qui a été présenté ce jour au Palais des Congrès? Oui, le dialogue tant attendu est là et ce matin nous avons suivi l'ouverture de ce dialogue plein de décors. Nous avons suivi des discours, je vais me focaliser sur le discours des séparatistes. Comme on reviendra, mais dans l'ensemble, le décor était là. Nous avons vu un monde. J'ai vu vraiment des gens qui sont venus avec beaucoup d'engouement. Les gens, ils étaient nombreux. Et j'ai pensé aux années 91 avec la tripartite, mais c'était quelque chose de plus fort
que les années 91 avec ce qu'on a vécu. Et tout ça démontre la volonté des Camerounais que leur pays revienne dans la paix et avec des politiques, avec le corps diplomatique. Nous avons vu la société civile, nous avons vu tout ce monde-là qui était... tout le monde avait un visage en blanc, comme le blanc que je viens de porter là, c'est signe de la paix. Les gens attendent impatiemment la fin de ce dialogue et qu'à la sortie de ce dialogue, nous ayons franchement des recommandations qui vont nous amener à la paix. Alors, professeur Stéphane Akwa, le regard de l'analyste que vous êtes sur d'abord la forme de ce qui a été présenté ce matin au Palais de Congrès, est-ce que vous avez l'impression qu'on peut se satisfaire tout au moins des différentes phases protocolaires et même structurelles, organisationnelles que ce dialogue nous offre en cette première journée? Tout petit souci de méthode, si vous permettez. Oui. Professeur n'est pas le titre que je peux arborer. Arborer. Donc, vous préférez ne pas l'avoir. Voilà, comme mes parents m'ont désigné, cela me suffit amplement. Je pense que le reste viendra. Beaucoup d'humilité dans vos propos. Je ne sais pas, j'estime qu'il faut rester à la bonne place. Tout à fait. Pour dire deux choses. La première, c'est évidemment que le décorum, la mise en scène de cette première journée, les éléments qui ont été proposés, effectivement, devaient situer les enjeux et devaient permettre, pour ceux qui encore étaient dubitatifs, quelques sceptiques, de signifier l'importance du moment que nous allions vivre et décider d'un engagement. Et je pense que tous ceux qui étaient là, et même ceux qui simplement regardaient comme moi la cérémonie devant leur téléviseur, avaient le sentiment qu'un moment historique pouvait se jouer là, ce jour, devant les Camerounais, avec les Camerounais. Le deuxième élément, c'est ensuite effectivement, on peut, une fois qu'on a été enthousiasmé et qu'on s'est dit, enfin, le moment où la discussion arrive, c'est la somme des questionnements sur la méthodologie, sur techniquement la manière dont les choses vont pouvoir se faire. Madame l'a signalé, il y avait du monde. Il y a un instant, on disait 2000 invités. On en était presque à 2000. Voilà le double. Comment toutes ces envies de parler, de s'exprimer, mais aussi éventuellement de proposer, ont-elles trouvé la place qu'elles réclament pendant les 4 jours qui nous restent? Ça m'inquiète. Je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui n'aient pas la possibilité de parler, puisque le principe est que chacun ait l'occasion, l'opportunité de s'exprimer. Mais sauf que, professeur, vous continuez, le secrétariat technique, on a peut-être eu 1000, 2000 convives pour la cérémonie d'ouverture. Le secrétariat technique a annoncé près de 50 participants pour les 8 commissions. On sera réduit à quelques 400. Donc ça va peut-être un peu tamiser. Là est mon deuxième souci. Autant je suis un partisan de l'expression libre et je souhaite qu'elle soit libre, spontanée, sans certaines limites, sauf éventuellement le temps. On peut dire beaucoup de choses en peu de temps. Mais la deuxième considération, c'est est-ce que ceux qui n'ont en réalité finalement pas grand-chose à dire en rapport avec le réel problème qui se pose au Cameroun et aux Camerounais vont prendre plus de place, plus d'espace, plus de temps que les individus qui ont à la fois un souci, des préoccupations, des problèmes, des incertitudes à exprimer, mais qui aussi, pour certains d'entre eux, ont travaillé depuis 3 ans ou même plus à la recherche de solutions. Parce que je ne voudrais pas que l'on arrive à des moments des discussions où tout le monde lève la main, venu de ces 10 régions du Cameroun, et quelques-uns vont dire, mais le problème que j'ai chez moi, de route, de puits, de salle de classe, peut-être plus important, et si on ne le résout pas, ce problème-là, si on ne trouve pas de solution à ce problème-là, on n'aura rien réglé. Il me semble qu'il y a un temps nécessaire à consacrer au retour à la paix dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest de la République du Cameroun, et il y a un autre temps à trouver, peut-être là, et en l'amorçant dans les jours à venir, pour réfléchir à une reconfiguration de ce qu'est l'espace Cameroun, le vivre ensemble au Cameroun et la manière dont cela peut être éventuellement gouverné
et comment cela peut être organisé et argumenté. Alors, Madame Hélène Chouentekom, il y a dans les premières appréciations de ce grand dialogue national, quelques-uns qui estiment qu'il y a quand même des figures absentes qu'on aurait souhaité voir, quelques chefs rebelles, je ne citerai pas d'autres. Et comment vous vous êtes senti quand on pointe du doigt vos camarades et vous-même, du parti au pouvoir, d'être peut-être même un peu asphyxiant en termes de présence sur le plan de la forme? Vous savez, le dialogue a été ouvert à tous les Camerounais. Les invitations ont été faites à tous les parties prenantes, à tous ces acteurs. Et le gouvernement a tendu la main à tous ceux-là. Et là, de répondre maintenant, de savoir pourquoi ils ne sont pas venus et qu'est-ce qui va se passer. Moi, je pense que le dialogue va seulement... Ça va consister à regrouper tous ces acteurs et il faut tenir compte de la représentativité. Donc, c'est des groupes qui sont représentés par 1, 2 ou 3 personnes. Donc, l'absence des uns et des autres, selon moi, je ne vois pas en quoi ça va empiéter. Sauf que certains estiment que c'est les mêmes visages, les mêmes sénateurs, les mêmes députés, et peut-être même les mêmes qui n'ont pas pu apporter des solutions, qui sont majoritairement présents au cours d'une assise comme ça, là. Et donc forcément vos camarades. Non, je pense qu'il y a un peu de polémique dans cette démarche, dans la mesure où il n'y a pas que mes camarades, il n'y a pas que des personnalités du RDPC qui étaient dans la salle. Vous-même, vous avez vu tous ces représentants des partis politiques. Nous avons vu le chairman des SDF, nous avons vu des personnalités, nous avons vu toutes les pas toutes, ils n'étaient pas tous là, les politiques, les chefs de parti, mais je pense que la majorité y était. Donc, nous avançons avec ceux qui tiennent la main tendue et qui veulent vraiment la paix dans notre pays. Parce que ce n'était pas l'occasion de rater le train. Moi, je pense que nous tous, on devait se mettre ensemble. Quelles que soient les rancœurs qu'on a eues, chercher maintenant à creuser l'abcès et savoir exactement qu'est-ce que les uns et les autres ont eu dans leur chair. Les gens ont été touchés dans leur chair. Je pense que c'était l'opportunité, l'occasion de déballer tous ces rancœurs, toute la haine que les uns et les autres ont eu. Nous sommes le même peuple, nous sommes des frères et des sœurs camerounais. Moi, je crois qu'il fallait saisir l'opportunité et venir nous tous, déballer, faire la grande palabre comme ça se fait dans la tradition africaine et chercher à trouver des solutions pour avancer. Parce que nous ne sommes pas les seuls pays qui sont passés par cette période difficile que nous vivons au Cameroun depuis 2016. D'autres pays ont vécu ce genre de difficultés parce que ça peut arriver que le même peuple, à un moment donné, se rende compte qu'il y a des problèmes à régler. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir une rupture. Moi, je ne suis pas d'accord pour ces responsables, pour ces chefs de parti, pour ces séparatistes durs qui ont voulu plutôt jouer à la politique de chaises vides que de venir se mettre avec tous les autres Camerounais pour trouver des solutions en direction de la paix. Alors, un des faits marquants de cette journée, d'ailleurs Brown le disait, c'est cette prise de parole de ce jeune compatriote, désormais très à la une, Yannick, qui, dans un langage que quelques-uns qualifient maintenant de franc et sincère, a donné le ton de ce qui peut être considéré comme les aspirations de ces anciens combattants. Avec le concours de la réalisation, on va prendre d'abord un extrait de ce jeune compatriote et nous allons revenir sur les contours de cette allocution. But for us to start, or for us to talk, it's all about we need to go back to the cause of this problem. What happened before we come out, become gods to fight our nation? Some of this reason is very simple, which is marginalization. We were treated as second-class citizens in our own father's land or our motherland. Some of us are degree holders. Some of us are educated, but we got no jobs in our own fatherland or motherland.
There are companies located around our areas, but most of those companies are run by French-speaking Cameroonians. We in our own area, we don't have an opportunity to work in those companies. For example, I will call Kafiko in Osing. Most of the administrators there are run by the French-speaking Cameroonians. We have CDC. Almost all the administrators are run by French-speaking Cameroonians. If you are in your own country and a proud citizen of your country, are you sure you're going to take such thing? If we all are Cameroonians, why were we treated that way? Those are the reasons why we pick up guns to fight our government. There is Soviet School of Public Works in Buea. Most of that school are French-speaking Cameroonians that are there. Is that correct? Enam, Emia, most of them are French-speaking Cameroonians. Is this country a bilingual country or a French country? Are we not colonized by the French-speaking Cameroonians? For peace to return back in our country, those things must stop. There must be balance of powers. Voilà, une prise de parole qui va sans doute faire parler encore et pour longtemps, et qui a déjà commencé à susciter beaucoup d'interrogations quant à la sincérité, l'identité réelle des acteurs. Stéphane Akoa, on a donc dans cette prise de parole des problèmes fondamentaux posés par ce jeune qui pourraient résumer la dynamique de la contestation qui fait l'objet de ce dialogue aujourd'hui. Éventuellement. Mais ce qu'il a dit, on le sait. Ce qu'il a dit a déjà été dit à plusieurs reprises auparavant. Ce qu'il a dit est effectivement, pour l'essentiel, la somme des raisons que l'on convoque quand on essaye de savoir pourquoi, il y a 3 ans, une rouspétance corporatiste a glissé vers ces violences qui ont fait quelques milliers de morts aujourd'hui et des centaines de milliers de déplacés. Donc, il ne dit rien de nouveau. Il ne dit rien, j'allais dire, d'extraordinaire. Il exprime un certain nombre d'évidences qui, par ailleurs, pour quelques-unes, ont commencé à être prises en compte par le système gouvernant. Donc je suis embarrassé parce que j'aurais voulu plutôt qu'il nous exprime sa volonté, son désir, son besoin de prendre les armes. Entre ne pas être content parce que le bilinguisme n'est pas appliqué à l'ENAM et saisir une arme pour dire « je ne suis pas content », il y a quand même un chemin qu'il aurait pu, pour nous, détailler. Comment on passe de ce sentiment que l'on est à la marge de la société camerounaise à l'embrigadement. Sauf qu'il a quand même donné quelques pistes avec l'impact de l'influence des réseaux sociaux et d'un certain nombre de leaders qui réussissent à transformer... J'aurais voulu qu'il nous dise, en tant qu'ancien combattant, comment il a été enrôlé, comment on l'a recruté, qu'est-ce qu'on lui a fait miroiter comme avenir, une arme à la main, comment il a décidé de quitter sa famille, ses proches, ses amis, ceux qu'il aime, pour devenir un soldat, au risque d'y perdre sa vie. Comment il a choisi de cette option, prendre les vies des autres pour établir le bilinguisme. Comment, dans sa tête, ces choses-là se sont organisées, mises en place et l'ont poussé à cet acte-là. Et j'aurais été beaucoup plus ému et plus édifié s'il nous avait expliqué cela. Parce que dans toute situation, il y a ceux qui sont confortablement installés au cœur d'un dispositif et qui ne voient aucun inconvénient au dysfonctionnement de ce dispositif. Il y a ceux qui souffrent des dysfonctionnements. Mais entre le sentiment que l'on est à côté de la mouvance générale et de ceux qui ont le bénéfice d'un certain bien-être et le passage à la violence, le choix des armes comme mode d'expression, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Et on a besoin, nous les analystes, et je pense aussi les Camerounais, de comprendre
comment cela a-t-il été possible? Comment dans un pays où il y a des gens qui souffrent, comment dans 2 régions où des gens n'étaient pas à l'aise, quelques-uns de ces gens qui souffrent ont décidé que ce sont les armes qui seraient leur moyen de venger leur souffrance et éventuellement de conquérir ce qu'ils estiment avoir perdu ou qu'ils pensent qu'on leur a enlevé. Donc, ce témoignage, je le trouve, j'allais dire méchamment, très faible. En tout cas, pas à la hauteur du besoin que l'on a de comprendre. On a eu énormément de discussions. Il y a eu des plateaux ici où des gens ont parlé de la marginalisation. Je crois que le président de la République lui-même a utilisé ce terme-là. Il y a eu de nombreuses discussions dans différents comités à différents niveaux où on a justement soulevé quelques préoccupations s'agissant des déséquilibres dans les systèmes éducatifs, judiciaires et autres entre les types de pratiques, les cultures, les identités. On le sait, je pense que beaucoup d'acteurs, et Madame soulignait les présences effectives de chefs de parti qui ont déjà, depuis 3 ans, exprimé leurs préoccupations s'agissant justement de la présence ou de la cohabitation de 2 formes d'identité léguées par l'épisode colonial que nous avons vécu du début du XXe siècle jusqu'à 1960. Cela a déjà été dit. Cela a fait l'objet même sur le plan scientifique de contributions qui sont relativement éloquentes, en tout cas qui permettraient à ceux qui veulent avoir aussi un regard intellectualisé sur ces questions-là, des éléments de décryptage. Je ne reviendrai pas sur 2 fameuses notes qui ont abondamment circulé, le mémo rédigé par M. Aboé-Machoui, oui. Et on voit aussi, on a vu réapparaître un mémo rédigé à l'époque, il était ambassadeur, il me semble, M. Yvon Omnes, sur les éléments de la crise anglophone. Donc, on a une lecture possible de ces éléments à travers des interviews rendues, des entretiens qui ont été retranscrits, et je pense aussi, je n'oublierai pas le travail de Hans de Mariengroup, oui, chercheur à International Crisis Group, sur justement... Il retraçait déjà quelques éléments. Qui a édité plusieurs rapports, même si le gouvernement ne les a pas beaucoup aimés sur ces questions-là. Ça a été dit, ça a été analysé, ça a été documenté, ça a été publié. Maintenant, ce que nous ne savons pas, c'est comment cette transformation s'est opérée. Voilà. Et il aurait peut-être été souhaitable à un moment aussi, parce qu'on doit, si vous me permettez 1 minute encore, se préoccuper des montées du radicalisme. Je souligne par exemple que dans le cas de l'extrême nord notamment, avant que Boko Haram n'intervienne dans le problème général que soulevait une jeunesse désabusée et marginalisée, on avait déjà repéré dans les mosquées des prêches d'imams qui tendaient à radicaliser, qui exprimaient une version plutôt hard du Coran, etc. Donc, ce qui doit aussi, pas simplement en tant que chercheur ou analyste, mais aussi en tant que responsable politique, nous alerter, c'est à quel moment, avant que l'incendie ne prenne, le déclic ou alors la mutation, comment on a vu les fagots de bois être assemblés, le pétrole versé dessus et l'allumette craquer. Il faut ne pas simplement regarder l'incendie et aller chercher de l'eau pour l'éteindre. Il faut aller à la source de cet incendie. Éventuellement l'arrêter avant qu'il ne devienne un incendie. Alors, ce jeune qui a quand même évoqué, et ça il faut le rappeler, le rôle important des réseaux sociaux, des activistes de ces réseaux sociaux dans la capacité à faire muter les comportements ou à engager ces jeunes dans la voie de la contestation et de la rébellion armée, a laissé aussi à travers son intervention, Madame Hélène Comtruente, un boulevard d'interprétation. Au-delà de l'émotion qu'on a vécue ce matin, il y a que des interrogations fusent. D'abord, sur la sincérité de l'acte. Sait-on évoqué même une mise en scène? Comment vous appréciez cet autre regard qui tend encore à incriminer les acteurs et notamment parfois certains de vos camarades aux affaires et autour de l'organisation? Oui, nous avons tous regardé ce jeune homme
Kawawa, Yannick, je pense comme ça qu'il s'appelait. Et nous devons comprendre pour ces jeunes qu'il y en a plusieurs qui ont été instrumentalisés. Parce que l'analyse du professeur a une dimension intellectuelle qui peut faire croire que tous ces enfants qui sont dans la bourse, qui ont pris des armes pour tuer les Camerounais et les autres Camerounais. Ils ne sont pas tous des gens en mesure de faire cette analyse, de réfléchir. Je ne dis pas que c'est des animaux, c'est des êtres humains, mais c'est des enfants qui sont instrumentalisés. C'est des enfants qui, peut-être au fin fond de leur corps, dans les frustrations qu'ils ont accumulées, il a dit par rapport à certains concours, il ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas autant... Et justement, le professeur pose la question. Comment passer d'une frustration liée au bilinguisme, aux difficultés d'accès dans les écoles, à la prise des armes? Peut-être c'est là la question fondamentale à laquelle lui il se pose. Là maintenant, on peut poser cette question et poser encore une autre question très forte. D'où sortent ces armes? D'où sont sorties subitement ces armes? Où ils ont trouvé de l'argent pour acheter des armes, autant d'armes? L'influence de la diaspora, des réseaux sociaux. Tout ça, c'est des analyses, tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Et je crois qu'aujourd'hui, je le crois fermement. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire toutes ces analyses, mais aujourd'hui, objectivement, je crois que la vision doit être plutôt menée. Nous devons plutôt être focalisés sur ce concept de la paix que le chef de l'État a voulu ouvrir à tous les Camerounais. Comment rechercher des voies et moyens pour arriver à la paix. Parce que si nous rentrons en arrière pour faire ces analyses, ça va nous perdre du temps, puisque c'est des questions qu'on s'est toujours posées depuis 2016. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que qu'on aille en avant, que ces enfants qui sont venus faire des témoignages, qui regorgent, qui cherchent à ramener d'autres enfants qui sont restés dans la bourse, qu'on trouve des voies et moyens. Par rapport à ça, on peut aussi parler des créations de ces différentes commissions, que dans ces commissions, qu'il y ait des personnalités qui seront en mesure de donner la possibilité de ramener tous ces enfants, tous ces gens qui sont en brousse et qui revendiquent... Alors, mais comment convaincre ceux de nos compatriotes qui suivent ces travaux et qui pensent que cela pourrait ressembler à une très belle mise en scène? Je pense que c'est des gens de mauvaise foi qui pensent à cela, parce que pour quelle raison? Moi, je ne trouve pas pourquoi cette mise en scène volontairement, avec beaucoup de célérité, volontaire. Moi, je crois que c'est sincère. Je ne fais pas de jugement. Je crois qu'il y a la sincérité dans la démarche, et je crois que la mobilisation a été là, et je crois que les Camerounais ont cru en ce dialogue et que le dialogue va nous ramener la paix. Ça, je le crois au fond de moi. Alors, un qui doit certainement avoir des nuits blanches, d'ailleurs, il en a sans doute depuis le 4 janvier dernier, où il a été porté à la tête du gouvernement. Lui qui, d'ailleurs, préside les travaux de ce grand dialogue national, c'est le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. Dans un extrait ce matin, notamment lors de son allocution d'ouverture, il précisait la responsabilité collective que nous avons autour de ce grand dialogue. Nous allons l'écouter et revenir surtout sur le ton qu'il donne avant l'ouverture des travaux. Notre intelligence commune et notre responsabilité individuelle doivent nous amener à défendre la paix, en tout temps et en tout lieu, quel qu'en soit le prix, et à rejeter l'horreur de la guerre, de ces massacres et de ces atrocités qui pénalisent sur tous les plans les individus et la collectivité. Voilà, la question de la responsabilité collective. Le Premier ministre, au-delà de cet extrait que nous avons proposé à notre téléspectateur, Stéphane Akoa, semble vouloir impliquer tout le monde dans la quête de solutions. C'est vrai, peut-être que les consultations ont été larges, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup estiment que des acteurs
ne sont pas présents, des acteurs essentiels. Comment donc concilier cette responsabilité collective alors que certains crient à cette absence? Quelqu'un, c'était peut-être un autre contexte, donc la comparaison sera osée, vous allez en juger par vous-même, mais je l'ose, avait dit on veut privatiser les bénéfices et nationaliser les pertes. Le Premier ministre est responsable de la conduite de l'action gouvernementale. C'est lui qui doit solutionner nos problèmes. Il a été nommé pour cela et il a les moyens pour cela. Il a un budget, il a une administration, il a les ressources réglementaires et législatives. C'est à lui de trouver des solutions à nos problèmes. Si ensuite, quand il a quelques difficultés, il estime qu'il doit s'agréger les efforts, compétences et talents d'autres Camerounais, bien évidemment, les Camerounais doivent s'associer à cette démarche, en tout cas solliciter ainsi, doivent accepter l'invitation et y travailler. Mais depuis 3 ans, beaucoup de Camerounais ont eu la volonté de construire un cheminement vers la paix. Certains ont essayé d'organiser des conférences, des colloques, que sais-je encore. Et je n'ai pas le sentiment que le gouvernement les ait beaucoup aidés dans ces envies-là. Donc si maintenant, Monsieur le Premier ministre réalise qu'il est nécessaire que les Camerounais l'aident à trouver des solutions aux problèmes du Cameroun, tant mieux. J'en suis fort aise. Mais j'aurais bien aimé, et je voudrais que par la suite, on ait plus souvent le souci de questionner les Camerounais sur leurs problèmes et sur les solutions qu'ils ont pour leurs problèmes. Je vous signale par exemple que nos assemblées n'ont jamais débattu de la crise anglophone ou du problème anglophone en 3 ans. Il n'y a jamais eu à l'Assemblée, malgré les demandes répétées de formations politiques représentées, donc désignées par le vote des Camerounais pour y siéger, de débat, de discussion sur le problème anglophone, la question anglophone, la crise anglophone, utiliser la sémantique qui vous convient. Donc, si nous avons à la marge des difficultés essentielles un problème, c'est bien celui de la relation entre le dispositif gouvernant et les Camerounais. Nous avons souvent des responsables autistes, sourds, pas forcément muets, ils bavardent même si ce n'est pas toujours pour dire des choses intéressantes, mais très peu d'écoute. À la fin de votre journal tout à l'heure, la présentatrice a cité une phrase savoureuse disant qu'il ne s'agit pas simplement de s'exprimer, mais d'être aussi capable d'entendre. Et c'est important si enfin notre gouvernement apprend à nous écouter, nous les Camerounais, d'ici ou d'ailleurs. Ce serait une grande révolution. Elle est marginale par rapport à ce qui est essentiel. On est d'accord que c'est la paix qui est au cœur du problème à débattre et qu'il faut retrouver à la fin de la semaine. Mais si, au sortir de ce moment de dialogue, d'échange, de débat, nous construisons une démocratie avec des responsables à l'écoute de ceux pour lesquels ils prennent des décisions, ils font des choix, ils financent des actions, nous aurons, nous, Cameroun, gagné énormément. Parce que je n'ai pas tous les éléments, en tout cas ceux que j'ai, je pense que d'autres peuvent les posséder comme moi, sur les ressorts qui ont organisé cette violence dans les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais je sais, parmi les éléments évoqués et sur lesquels on a beaucoup travaillé, qu'il y a aussi la question du ressentiment par rapport à ce que les acteurs... Qui était d'ailleurs évoqué par ce jeune ex-combattant. On sait aussi que les jeunes, alors à quel âge on est plus jeune, mais en tout cas ceux qui se disent jeunes au Cameroun, ont le sentiment que les aînés, les seniors, les adultes confisquent les positions les plus intéressantes et ne veulent pas leur donner leur chance ou leur place. Est-ce que ce sera solutionné? On sait aussi, effectivement, qu'il y a des rentes, parfois on les qualifie de familiales, dans d'autres
conditions, elles sont liées à des terroirs ou à des préférences claniques, à qui on reproche, ces rentiers, de garder pour eux les bénéfices. Quelques-uns utilisent le terme gâteau national, je n'aime pas beaucoup ça, pas seulement parce que je dois être privé de pâtisserie pour des raisons diététiques, mais parce que je trouve que la formule est galvaudée. Certes, Bayard nous avait mis sur la voie avec la mangeoire, mais on peut évoluer désormais. On est passé à d'autres considérations. Si on lit Achille Bembe pour le Cameroun, Felwine Sarr pour le Sénégal, tous deux grands Africains et réfléchis. Alors, si on sort, vous continuez, Stéphane Akwa, si on sort de cette vision de François Bayard de la politique du ventre, est-ce que dans l'attitude du Premier ministre, on ne peut quand même pas déceler une envie de revenir justement à ces ingrédients d'écoute et de mise en commun dans cette quête de solution? Il a fait beaucoup de choses très intéressantes. Je crois qu'en début d'année, juste après son installation, il a osé une tournée des popotes. Il est allé dans le nord-ouest et le sud-ouest à la rencontre de gens. Et on a des images dans la rue, dans les marchés, Bamenda, etc., où il va au contact des Camerounais. Donc, je ne peux que lui faire crédit de cela. Je regrette seulement, mais on en parlera tout à l'heure s'agissant de la posture du sultan des Mamoun, que la politique n'ait pas trouvé sa place par la suite dans ce qu'il faudrait éventuellement agencer pour solutionner cette crise-là et se prémunir d'autres crises qui éventuellement voudraient poindre à l'horizon. Parce que je crois que ce qui fait la gestion des affaires d'un État, c'est un exécutif. Le Premier ministre est l'un des éléments de cet exécutif, puisqu'il est binaire au Cameroun, tradition héritée de la Ve République française. C'est aussi un législatif. Nous avons désormais 2 chambres. Il faudrait bien qu'elles travaillent. Les sénateurs, notamment, sont payés pour cela. Et il y a un pouvoir judiciaire qui justement, organise le règlement des conflits entre citoyens, ou éventuellement, ça peut arriver entre citoyens et l'État. Donc c'est le bon fonctionnement de nos institutions et de tous ces appareils, si on veut reprendre votre terme, qu'il faut veiller à sécuriser et à réorganiser éventuellement s'ils ont été défectueux, défaillants à un moment donné. Donc les individus, l'attitude du Premier ministre, j'aime son talent oratoire, il a au moins le mérite, contrairement à d'autres, de pouvoir s'exprimer facilement en français et en anglais, et il n'oublie pas justement que cette mixité doit être au cœur peut-être désormais des pratiques de ceux qui nous gouvernent, mais ce n'est pas que lui qui doit porter le fardeau. Il doit aussi demander aux autres agences gouvernementales et institutionnelles de suivre et de pratiquer à leur tour ce qui est nécessaire comme qualité de la relation entre les gouvernants et les gouvernés. Alors, Madame Hélène Koum-Tchoueté, le Premier ministre appelle donc à la responsabilité collective. Mais au-delà de cet appel, il y a qu'il faut passer de l'intention de tout ce qu'il présente comme élément. À l'instant, Stéphane Akwa évoquait son talent oratoire, son bilinguisme avéré, son déploiement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la rencontre avec un certain nombre d'acteurs, ce qu'on n'avait pas souvent vu avant. Tous ces éléments-là, est-ce qu'ils suffisent à eux seulement pour faire adhérer tout le monde à cet idéal qu'il semble lui-même présenter et qu'on a vu encore au cours de cette journée? Oui, Monsieur Ndovo, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, nous avons vu au Palais des Congrès un Premier ministre fort, un Premier ministre, comme il vient de le décrire, Monsieur le professeur, engagé, déterminé, un Premier ministre en qui nous devons continuer à faire confiance. Est-ce que cela seul suffit? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être monter d'un cran, aller vers d'autres options pour que tout ce qui est constaté autour du Premier ministre ait un effet, un impact? Oui, ça va arriver. Je pense que le dialogue étant là, la mise en place, des commissions sont mises en place. Je pense aujourd'hui, cet après-midi, les 8 commissions ont été mises en place. Je crois qu'il y aura des discussions dans toutes ces 8 commissions. Et il y aura un rapport de chaque commission. Et il va arriver l'étape où il faut établir un rapport général et en plus mettre sur pied
je dirais qu'il faudra à un moment donné que toutes ces différentes propositions que nous allons recueillir dans toutes ces commissions soient effectivement respectées. Donc, le Premier ministre, je pense qu'après les 4 jours, il y aura un moment où les autorités en charge de l'organisation du dialogue vont passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire recueillir toutes les propositions, recueillir tous les avis et condenser dans un rapport et ensuite trouver je dirais une Bible, un moyen de faire respecter l'exécution, parce qu'on peut prendre des décisions, mais maintenant il faut les mettre sur pied, et nous avons confiance. Le gouvernement a fait un grand pas. Aujourd'hui, c'était la victoire avec l'ouverture de ce dialogue, et nous devons continuer à faire confiance à nos autorités. Et tout a été démontré que nous avons le devoir de faire confiance à notre Voilà, nous avons autorités. peut-être le devoir de faire confiance à nos autorités, mais parmi ces combattants, on a bien vu une prise de parole d'une jeune dame, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les jeunes garçons, les jeunes compatriotes qui sont engagés dans cette cause et qui tiennent les armes. Une combattante aussi, de manière spontanée, et peut-être qu'on reviendra tout à l'heure, après son extrait, sur la forme de cette intervention qui semble être inattendue. On va l'écouter avec le concours de la réalisation, et ensuite, on va peut-être revenir sur les éléments qu'elle évoque, et qui font peut-être aussi partie des clés autour de cette sortie de crise. I was one of those boys at the bush. So I walked with them. I do everything with them. So as they convinced me to go to the bush, they told me that it's only 2 months that we're going to have our jobs because we were jobless. They told us that highest is 2 months and we will have something doing. So we waited for about two years to 3 years that there's nothing. So we decided to drop down our arms to come and beg you people for forgiveness. So we are here to beg that they should just help us and give us works and let us forget about everything that we have been doing. We are your children. You people should forgive us and take us back. It's because we thought that maybe this country is going to separate, but we see that it's something that can never separate. Cette jeune compatriote, elle aussi engagée dans le combat et dans les armes, finalement repentie. On retient d'abord ce pardon, mais ensuite, Stéphane Akoa, quelques éléments. Vous demandiez à l'instant comment cela s'est produit, les mécanismes qui ont conduit à l'engagement, jobless, faute d'activité, de travail. Au-delà du pardon, il y a quand même des éléments qui tentent d'expliquer un peu comment la machine s'est produite. Avant de venir ici, comme beaucoup de Camerounais, j'avais suivi la cérémonie, donc les 2 interventions, je les connaissais. Et quand je disais tout à l'heure qu'elle ne me permettait pas satisfait. C'était en intégrant la prise de parole de cette demoiselle. Je continue à m'interroger sur les mécanismes. Je ne dirais pas les commanditaires, mais comment ces jeunes ont été abordés, comment ils ont été convaincus de quitter les familles qui les accueillaient pour aller dans la... Elle parle de 2 mois qui leur étaient donnés comme délai pour avoir des jobs après avoir rempli le job, qui finalement se sont transformés en plus de 2 ans. S'agissant de Boko Haram, on avait déconstruit toute la chaîne. On savait comment les recruteurs opéraient, quelles sommes ils proposaient aux jeunes gens pour intégrer les différentes milices qui composent la nébuleuse, comment les familles étaient, je dirais, rétribuées, en tout cas se compromettaient aux familles en argent pendant que leurs enfants allaient devenir combattants. On avait aussi détaillé les cheminements, les camps d'entraînement, la préparation, les exercices avant de devenir combattant. Comme quoi vous avez plus d'informations sur les procédés de Boko Haram que
On a énormément d'informations, mais ce ne sont pas des secrets. Ça existe à la portée de tous. Il y a des articles, et là encore, je vous renvoie à quelques rapports d'organisations qui ont détaillé cela. Il nous manque un peu le même outil de compréhension. Comment on peut savoir de quelle façon ces jeunes gens ont été enrôlés, comment ils ont été entraînés. Madame parlait tout à l'heure de l'armement. Qu'est-ce qu'on leur a dit en termes d'allocation, de salaire, entre guillemets, le salaire de la peur, le salaire de la mort. Ce serait intéressant d'avoir cela. Alors peut-être le cadre n'était pas indiqué pour que nous ayons ces indications, ces éléments-là, et que nous soyons en mesure de travailler. Sur votre fin. Je continue à me dire qu'il aurait aussi fallu que des chefs parlent, que les leaders qui ont à la fois l'audace de la violence, mais des éléments de réflexion, éventuellement des éléments politiques, nous disent comment ils ont conçu dans leur esprit cette organisation armée, comment ils ont pensé qu'en donnant des fusils, des machettes ou que sais-je encore à des jeunes gens, ils allaient faire aboutir leur projet politique. J'aurais voulu cela aussi. En même temps, et c'est un élément par contre que je juge très intéressant dans son intervention, qu'il est évident qu'il faut demander pardon. Et il est évident aussi, et je crois que quelques-uns, y compris au sein du RDPC, ne l'oublient pas, qu'il faudra que toutes les responsabilités, et notamment les abus commis dans les opérations de maintien de l'ordre ou de retour à l'ordre, que ceux qui ont franchi les limites des lois de la République soient sanctionnés. Mais cela fait partie, et je crois que l'on sait très bien quand on veut mettre un terme à une belligérance, cela fait partie des éléments évidents, et je ne doute pas que quelques-uns y pensent. Mais je reste sur cette position-là, et je voudrais vraiment que nous la partagions, sur la compréhension des mécanismes, parce que plus tard, je ne dis pas demain je ne le veux pas, je ne dis pas après-demain je ne le veux pas, mais un jour peut-être, ce qui a causé cette détresse pourrait revenir. Donc si nous sommes capables de voir dans les éléments sociopolitiques ce qui pourrait conduire des jeunes ou des moins jeunes à la violence, nous aurons désormais les moyens d'anticiper et de prévenir de telles crises. Donc ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas de job, ce n'est pas seulement parce qu'on n'accède pas à l'ENAM et les concours sont biaisés, ce n'est pas seulement parce qu'on ne parle pas toutes les langues qui sont les nôtres dans les espaces publics. Il faut en profondeur vérifier que des frustrations, des marques de mépris, de l'ignorance aussi, de la bêtise parfois, mais j'insiste sur l'ignorance, la méconnaissance des réalités, la façon dont on peut, parce que une jeunesse qui n'a pas été outillée, éduquée, formée, sensibilisée, à qui on n'a pas appris à distinguer... C'est peut-être ce que Mme Trent essayait de dire. Peut-être que la jeunesse a parfois des arguments qui ne lui permettent pas de faire face à ces propositions indécentes. Il y a un volet éducation dans les différentes commissions, je crois. Puisque vous évoquez l'éducation. Donc notre système éducatif est défaillant et on doit se préoccuper. On ne peut pas avoir autant de gens qui sortent des dispositifs d'apprentissage qui sont ignorants des choses du monde, qui sont capables de se laisser berner par un marabout, un féticheur ou quelqu'un qui leur dit « si vous me donnez une pièce, je pourrais la multiplier à 100 ou 200 exemplaires ». On doit avoir des gens qui ont, face à une proposition, le bon sens au moins de la réfuter. On ne devrait pas, mais c'est une grave question, laisser s'installer des, je mets beaucoup de guillemets, églises qui promettent tellement de choses aux gens, et ce n'est pas nuitamment, ça se fait en plein jour. Vous avez des fonctionnaires et autres qui quittent leurs activités ordinaires pour aller des journées entières écouter quelqu'un qui leur promet un paradis ici sur Terre, et ils y croient. Si nous n'avons pas des éléments, vous allez me dire, madame, peut-être que c'est de l'intellectualisme, mais au moins la capacité à distinguer le vrai du faux, le mensonge de la vérité, on aura toujours, comme cette jeune fille,
quelqu'un à qui on dira vous aurez le job après 2 mois. Suivez-moi dans la brousse et dans 2 mois, vous aurez un job. C'est aussi cela. Ce n'est pas que la détresse d'individus. Nous avons souffert tous dans nos vies, nous avons été confrontés à des impossibilités, mais nous ne sommes pas devenus violents pour autant. On peut l'être parfois, mais surtout capable ou incapable, parce que c'est même plus une capacité, c'est une incapacité de distinguer celui qui viendrait nous voir dans notre détresse. Voilà. Et donc, comment sommes-nous outillés contre cette vulnérabilité? Qu'est-ce que le système nous propose pour éviter que des marchands d'illusions emmènent nos enfants, et parfois plus que nos enfants, des adultes pourtant conséquents? C'est cela qu'il faut savoir mettre en place. C'est aussi et surtout une éducation à l'altérité, à la vie avec d'autres qui ne sont pas comme nous. On doit admettre dans nos exigences qu'il y a des gauchers et des droitiers, qu'il y a des gens qui ont la peau claire et d'autres qui ont la peau foncée, qu'il y a des gens qui parlent une langue qui n'est pas celle que nos parents nous ont enseignée, et que tous ces gens comme nous sont des humains, et qu'on peut vivre avec des humains qui ne sont pas comme nous. Quand vous avez un système qui devient intolérant à l'égard de l'autre, l'étranger, dès qu'il y a des vols ou des actes malveillants, on l'attribue à une communauté. Ce n'est pas que nous d'ailleurs, hein. Vous savez ce que ceux de Guinée équatoriale ont fait à des Camerounais à des moments donnés, et qui nous ont vu revenir des gens chassés par la force de là où ils s'étaient installés, de là où ils étaient, ils travaillaient depuis longtemps. C'était tout cela, la xénophobie, un racisme, et ces choses-là que l'on doit condamner, parce que je reviens à la responsabilité du gouvernement, si vous le permettez. Nous n'avons pas de législation contre le tribalisme. Nous n'avons pas de législation contre la haine raciale. Nous n'avons pas de législation de condamnation rendue contre des individus qui auraient proféré des menaces ou des invectives xénophobes, sexistes, féministes, exactement. Regardez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Regardez ce qui se passe ailleurs. Si nous n'éduquons pas les Camerounais dans l'idée qu'on est multiple, que l'on est différent, et que l'on ne doit pas simplement se satisfaire qu'à un moment donné, que cette solution de ranger chacun, entre guillemets, chez lui, de vous assigner à résidence identitaire, votre patronyme sonne ainsi, voilà votre village, restez-y, ça ne sera pas une solution. Donc, on doit construire une entité-nation. Et peut-être si on allait dans des considérations, mais on parlera peut-être tout à l'heure des propositions, je voudrais revenir sur ce que le sultan tout à fait. a dit. On aura l'occasion tout à l'heure. Si on ne rediscute pas de cette mention dans notre constitution qui distingue les autochtones et les allogènes et les indigènes, les autochtones et les allochtones, on n'aura pas réglé tous les problèmes. Alors, avant de venir sur certaines réactions qu'on a d'ailleurs captées au sorti de cette journée, qui peinent même encore à voir se dessiner les commissions dans le contenu en termes de membres, il y a quand même, Madame Hélène Tchouentekom, il y a quand même dans la prise de parole de cette jeune dame une notion qui revient fortement. Elle est presque utilisée par tout le monde. La question du pardon, la sincérité des acteurs. On a comme l'impression qu'on a affaire à des expressions que tout le monde utilise, mais qui sont si difficiles à implémenter. D'ailleurs, on revient encore sur cette question en se disant, ce pardon tant clamé, est-ce qu'on a aujourd'hui la capacité de dire que les acteurs sont engagés pour une voie comme celle-là? On a vu un certain nombre de réactions qui ne font qu'implorer ce pardon. Et cette première journée nous ramène encore à cette notion. Comment y aller? Oui, nous devons déjà féliciter, moi je félicite personnellement les forces armées, les militaires et les forces de sécurité pour tout le travail qu'ils ont à faire dans les deux régions, nord-ouest et sud-ouest. Et je voudrais également dire ici, par rapport au fait que nous devons savoir le mental de ces séparatistes, de ces enfants qui, du jour au lendemain,
se retrouvent dans des bourses. Le professeur parlait de la vulnérabilité. Exact. Et question ensuite, autour du système éducatif, de notre capacité à leur donner une assise. Oui, donc je voudrais dire également que ces questions ne sont pas préoccupantes, tellement préoccupantes par rapport aux déclarations du professeur, parce qu'il y a les forces armées, il y a la gendarmerie. On interroge ces séparatistes quand on a l'occasion de les attraper et d'amener dans une gendarmerie. Je crois qu'il y a les interrogations pour mais avant d'arriver à ce l'interrogation, système. vous continuez. Avant d'arriver à l'interrogation, il y a qu'ils se sont engagés. Et le professeur dit justement, on aurait pu éviter cet engagement à travers une éducation, pour ne pas les rendre vulnérables. Il a raison, le professeur, de dire cela. Et puis, si vous me permettez, vous me donnez 2 minutes, des commissions qui ont été créées. Je crois qu'il y a là, à l'intérieur, il y a la 3e commission, la 2e commission consiste le système éducatif. Il y a le bilinguisme, diversité culturelle, la cohésion sociale, le système éducatif, le système judiciaire dont parlait le professeur tout à l'heure, la décentralisation et le développement local, la reconstruction aussi, il faudra y penser après. Oui, la mobilisation de toutes ces différentes questions qui sont posées autour de cette table, sur ce plateau. On peut répondre par la création de toutes ces commissions. Et dans ces différentes commissions, tous ces sujets seront discutés et trouveront une piste pour pouvoir corriger ce qui n'a pas été bien fait. C'est aussi ça le dialogue. Est-ce qu'on a l'argument aujourd'hui, au soir de cette première journée, de penser que les acteurs offrent des gages de cette sincérité qui mène au pardon? Lorsque vous avez suivi aujourd'hui les différentes parties s'exprimer, comment faire pour convaincre ceux de nos compatriotes qui restent sceptiques quant à la sincérité des acteurs présents à ce grand dialogue? Je pense que la sincérité ne se mesure pas. Je pense que c'est une question de confiance. Et par rapport aux actes qui sont posés, je pense que le dialogue a été annoncé. Le chef de l'État l'a annoncé le 10. Beaucoup de gens se sont dit qu'il y a du temps, il n'y a pas assez de temps pour le préparer. Aujourd'hui, on a assisté à l'ouverture de ce dialogue avec tout le décor, avec tout ce que nous avons vu. Je ne veux pas aller dans les détails maintenant. Là, aujourd'hui, et ça va continuer pendant 4 jours. Je crois que des problèmes qui ont été évoqués seront traités pendant les 4 jours et maintenant attendons le résultat du dialogue. Une autre chose que je devais relever ici, et je voudrais relever également que des critiques, ça sert à grandir. C'est bien qu'on critique, mais nous devons aussi avoir l'œil pour pouvoir féliciter Et de votre point de vue, qu'est-ce qu'on devrait féliciter au soir de cette première journée? Moi, je pense que nous devons féliciter. Moi, ce qui m'a impressionné, et j'en parle, c'est d'avoir écouté ce jeune combattant chanter l'hymne camerounais en anglais. Alors que hier, ils avaient le drapeau d'un autre pays, alors que hier, ils avaient l'hymne national d'un autre pays. Tout ça, j'étais émue d'écouter ça. Et en ce qui concerne le passage de cette jeune dame, on a parlé tantôt, j'ai été très émue de ce geste humble. Le Premier ministre, avec tout le protocole de la sécurité que nous avons vu, qui veut prendre la parole, on fait venir une dame, il s'est mis en arrière, et à un moment donné, on dirait que le garde-corps du Premier ministre, c'était le garde-corps de la dame. Ça aussi, c'est des détails que nous devons retenir pour savoir que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je crois qu'une nouvelle nation est en train d'être née et personne ne doit rater le train de ce développement. Donc, nous ne devons pas seulement avoir accès aux critiques, mais nous devons relever aussi des atouts et des points positifs. On vous voit très optimiste, rien qu'au premier jour de ce rendez-vous qui durera 4 autres jours. On va vous proposer aux téléspectateurs de prendre quelques réactions captées par Michael Tipkio sur les hauteurs du mont Kolniada, quelques réactions autour de cette première journée, et puis on va revenir sur quelques sorties qui marquent déjà cette journée du grand dialogue national, avec le concours de la réalisation. L'un des moments les plus importants de cette cérémonie d'ouverture reste sans conteste le discours du représentant des ex-combattants. Un moment effectivement très émouvant qui a suscité la réaction de certains politiques présents dans la salle. La prise de parole courageuse
de jeunes qui représentaient les ex-combattants, qui a su se détacher du discours préécrit pour livrer avec franchise et courage le fond de sa pensée, à en juger par les réactions que l'on a observées, ça a marqué plus d'un. J'aimerais déjà dire vraiment félicitations à tous ceux, surtout du RDPC, qui étaient contre ce dialogue et qui sont ici aujourd'hui. Je les salue et je pense qu'ils ont compris. Bien que la question sur la forme de l'État n'ait pas été évoquée par le chef du gouvernement dans son intervention, beaucoup pensent qu'il est encore temps de se rattraper et tout porte à croire que des tractations dans ce sens se feront ressentir dans les prochains jours. Qu'il n'y ait pas une commission sur le fédéralisme, c'est désolant. Une commission sur l'amnistie, par exemple, il faudrait qu'il y en ait. Donc il y a des choses comme ça qu'il faudrait voir. Mais comme je dis tantôt, il faudrait un préjugé, il y a une séance de discussion et à partir de là, on pourra voir ce qui va se passer. Quand vous parlez, si vous êtes sur la voie de décentralisation, ça peut aller jusqu'à la forme la plus poussée d'une décentralisation, c'est une fédération. Et il y en a qui demandent une fédération. Beaucoup d'espoir néanmoins fondés autour de ce grand dialogue national. Après la cérémonie d'ouverture de ce matin, les langues commencent à se délier. Espérons qu'au sortir de ce dialogue, que la paix revienne. Que ces ex-combattants qui sont nos enfants, qui nous ont dit qu'ils sont là, ils ne vont pas à l'école, pendant que d'autres y vont. Qui demandent à ceux qui se trouvent encore éparpillés, soi-disant décessionnistes, qu'ils retrouvent les rangs. Jusqu'en ce moment, le lieu grouille de monde et quelques personnes commencent à partir et pour se préparer justement pour les travaux en commission qui débutent normalement très tôt demain matin. Ici, le Palais des Congrès de Yaoundé, Michael Chipkio et Serge Alonziebo pour Canal 2 International. Merci infiniment Michael Chipkio qui fait partie de toute la grande équipe de Canal 2 International, d'ailleurs au Fourré au Moulin. Depuis l'ouverture de ce dialogue et bien avant même, on l'a donc compris, ces premières réactions, entre autres captées comme ça par nos équipes, laissent entrevoir des discussions houleuses. D'ailleurs, quelques câbles que nous recevons font état de ce que, quoi qu'on dise, la question de la forme de l'État s'invite à ce dialogue et parfois même par des personnes qu'on n'aurait pas imaginées, tout au moins dans cette dynamique, Stéphane Akoua. Oui, c'est une bonne chose. C'est bien que l'ordonnancement trop précis et éventuellement trop limitatif, diront quelques-uns, soit ainsi bousculé, révisé, éventuellement modifié considérablement au point de proposer un agenda conforme à la volonté ou bien aux volontés agrégées. Est-ce qu'on n'est pas parti pour un remake de la structuration de la tripartite en 91, où un agenda s'était invité dans ce rendez-vous? Poser la question à ceux qui ont voulu ce format. On aurait pu très bien effectivement avoir un face-à-face entre les responsables du côté de la sécession et d'autres formes d'expression, de volonté, et les responsables du système gouvernant. C'était un dispositif acceptable. Toutes les composantes du conflit, des plus radicaux aux plus modérés, face à ceux qui ont le souci de gouverner le Cameroun. C'était une manière de traiter la question. Le président de la République a invité tous les Camerounais, et tous les Camerounais ont répondu à son invitation. Et effectivement, dans tous les Camerounais, il y en a qui ne veulent pas se contenter de parler de démobilisation. Il y en a qui ne veulent pas se contenter de parler d'amélioration, de modification du système judiciaire. Il y en a qui ne veulent pas seulement se contenter de parler d'amélioration et de modification du système éducatif. Il y a ceux qui se posent la question, et parmi ceux, il y a d'éminentes éminences qui ont aussi dit qu'il ne fallait pas négliger l'organisation de l'État au sommet et la façon dont nos institutions devraient éventuellement fonctionner. Alors, il y a eu deux interventions, parmi d'autres,
qui ont marqué aujourd'hui les prises de parole lors de la première plénière. On peut évoquer celle du chairman avec en fond comme une menace d'abandon si la question de la forme et notamment du fédéralisme n'était pas posée en débat. Comment vous jugez cette approche ou cette démarche du social-démocratique, Flo? Conforme à ce qu'il a toujours dit depuis au moins 3 ans sur cette question, parce que le projet fédéral dans les textes du SDF existe depuis longtemps, donc je n'ai pas été surpris par ce que le chairman a dit. Son propos était d'ailleurs plein d'évidence, à la fois l'historique de cette relation compliquée que les communautés camerounaises ont autour du dispositif qui les organise. Cela a déjà été expliqué, analysé, exprimé à plusieurs reprises. On savait que le chairman allait le redire. Il l'a redit. Je ne suis donc pas étonné. Pour en arriver à la conclusion qui est celle que le SDF a longtemps soutenue du fédéralisme. Donc je crois qu'il y a au moins là une cohérence et une régularité que l'on doit apprécier. Là où j'étais agréablement surpris, c'est par les propos du sultan Djoya. Et je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant, au-delà de la figure et de la stature de celui qui s'est exprimé, mais parce que il a justement posé les problèmes que les Camerounais, dans nos échanges en privé, mais aussi dans les espaces consacrés, ne cessent de poser. Et qu'il y a effectivement, parce que aussi bien au plan technique, on sait qu'il faudra régler des problèmes de démobilisation, de réinsertion. Madame a cité la commission de reconstruction. Oui, ça on le sait. Mais au point de vue de la vision de la nature, la vision du Cameroun pour bientôt et la nature de ce Cameroun, il faudra montrer de l'audace, il faudra oser se défaire d'un certain nombre de certitudes et adopter d'autres aménagements pour que ce qui est l'une des sources de nos problèmes, je parle souvent d'hyper-présidentialisation, ce n'est pas moi qui ai inventé le terme, il existe dans la science politique contemporaine depuis quelque temps, on parle même ailleurs de président jupitérien, tout cela peut-être soit revu avec soit un système beaucoup plus parlementaire, donc moins présidentialiste. Quelques-uns croient qu'il faudrait donner tous les pouvoirs à... On a même entendu dire souvent qu'il nous faudrait un dictateur éclairé. Je ne suis pas pour cette option, mais elle existe dans les esprits de quelques-uns. Donc trancher aussi sur surtout la avec nature... des modèles qui viennent d'ailleurs. Sans trancher sur la nature de la gouvernance, sur les modes de représentation. Je crois qu'évidemment, l'échelon manquant de la région, avec ce qu'elle peut déjà traiter comme question, nous éviterait éventuellement des difficultés. On est conscients tous les uns des autres, y compris au sein de l'appareil gouvernant, qu'il faudrait éviter que doublonnent les exécutifs élus et des agents de l'État chargés du contrôle des élus. C'est un peu étrange et cela n'est pas satisfaisant. Et on sait évidemment qu'il faut à la fois attribuer aux périphéries plus de responsabilités, pas seulement plus de moyens, parce qu'il faut les produire, donc créer de la richesse, et plus de responsabilités, et quelques-uns en vont jusqu'à penser que peut-être dans un modèle fédéral, on résumerait toutes ces préoccupations. Mais la question doit être débattue. Je ne voudrais pas, j'ai une petite réserve, qu'elle soit en discussion dès demain matin. Je voudrais d'abord qu'il y ait des discussions sur le retour à la paix, et qu'à la fin, on se dise comment on va consolider tout ce que nous avons considéré dans nos discussions, que peut-être à ce moment-là, alors la forme de l'État, il y en a qui confondent. Dans la forme, ils pensent à un Cameroun qui serait divisé, séparé, fragmenté. Non, c'est la forme de l'État, c'est-à-dire l'appareil que constituent les différentes institutions. La nation. Voilà. Pas seulement, parce que la nation elle est par définition organique.
une nation change. Une nation, les Camerounais d'aujourd'hui ne pensent pas, ne consomment pas, ne désirent pas de la même manière que les Camerounais d'il y a 60 ou 70 ans ou bien auparavant. Il y a des sédiments que nous transportons, que nous héritons de nos parents et que nous adoptons pour constituer ces fameuses racines dont certains sont si fiers. Mais il y a aussi ce que le monde nous apporte, nos voyages, nos rencontres avec les autres, notre époque, ce que, hélas, pour certains, les réseaux sociaux de temps en temps nous perfusent, mais ça fait partie de la vie. Donc la nation, elle est multiple et variable. La nation, elle sait, parce qu'elle a cette intelligence-là, se modifier au fil du temps et des époques. Nous sommes dans une grande globalisation. Quand vous circulez dans les rues de Yaoundé, que vous et moi connaissons bien, vous consommez des gargotes au carrefour, non plus les bons petits plats de nos grands-mères, mais quelques produits venus du pourtour, très méditerranéens pour certains, etc. Et c'est devenu l'alimentation de beaucoup de Camerounais. Donc, ça aussi, il faut l'accepter, comme il faut accepter la mixité dans les relations conjugales, ce qui fait parfois que les enfants, justement, ne sont plus éduqués dans une langue nationale ou une autre, parce que les parents trouvaient comme terrain d'entente de pratiquer l'anglais ou le français. C'est tout cela qu'il faut être en mesure d'échafauder pour demain, parce que les nations plurielles, les nations métissées, les nations qui organiquement savent tolérer les différences, ce sont ces nations-là qui réussissent. On ne peut pas, c'est d'ailleurs des choses qui nous renvoient à de terribles souvenirs, se dire qu'il y aurait une pureté camerounaise. On aurait vu par rapport à une autre. Vous reviendrez peut-être dans le dernier tour de table dans quelques minutes sur ces propositions au terme de cette première journée. Le temps d'avoir justement l'impression de Madame Hélène Tuentekom sur cette sortie de votre camarade, le sultan Ibrahim Bombondjoua. On dit de lui qu'il a une oreille très attentive auprès du président national de votre parti, le président de la République, qui est d'ailleurs celui qui a convoqué ce grand dialogue national. Lui qui fixe le 10 septembre dernier dans son adresse à la nation le cadre constitutionnel qui devrait encadrer ce grand dialogue. Lui qui, au-delà des émissaires qu'il avait envoyés, le Premier ministre en date lors de sa visite dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui annonçait un dialogue, un échange sur toutes les questions, sauf celle de la sécession. On a vu des débats sur la question de la forme de l'État qui devrait ou pas être évoquée. L'entendre ainsi, et de manière aussi, on va dire, franche, de la part du sultan, et à peine la première plénière, avant même les travaux en commission, est-ce que cela n'est pas pour donner un ton totalement différent de ce cadrage qui semblait avoir été défini? Oui, je vais relever ici que le roi de Bamoun, il a plusieurs postures. Il a cette posture traditionnelle, il est notre chef de délégation régionale de l'Ouest, le RDPC, et analyser ce qu'il a dit, je dirais qu'il s'est appuyé sur le fait que le chef de l'État a demandé à tous les Camerounais de sortir ce qu'il y a dans leur boyau. Donc, je ne veux pas commenter. Il a d'ailleurs insisté sur une posture de patriarche qui est la sienne. Je ne veux pas commenter le propos de mon délégué régional du RDPC dans l'Ouest. Je crois que ça a été clair dans le message. Est-ce que vous pensez que c'est encore conforme avec la position que... Le message historique du chef de l'État a recommandé à tout Camerounais de sortir tout ce qu'il y a dans ces boyaux et
de le mettre au public pour que ça soit commenté, analysé et qu'on trouve des solutions. Je pense que c'est dans ce cadre-là que le roi de Bangoun, notre délégué régional pour le RDPC dans l'Ouest, il a dit ce qu'il pensait. Donc moi, je pense que vous êtes solidaire en tant que... Solidaire, je ne peux pas porter d'analyse dans des déclarations à ce niveau. Donc, je me réserve de faire des commentaires. Alors, puisqu'on s'achemine dans quelques minutes vers le terme de cet échange productif, hein, nous l'espérons pour nos téléspectateurs. Si on vous demandait aujourd'hui, au terme de cette première journée, 1 ou 2 faits marquants et surtout les propositions que vous pensez pouvoir mettre au devant pour que la suite soit productive. Les faits marquants, je crois que je les ai déjà soulevés ici, je les ai élevés. Ce qui resterait gravé dans la mémoire, au-delà de tout ce qu'on a vu comme émotion. Oui, tout ce qui va être vraiment dans... Vous savez, le pape François, dans le dimanche, a béni le dialogue. Lors de l'Angélus, a béni ce dialogue. Nous avons vu tous les hommes de Dieu qui ont fait des prières avant le premier discours. Qu'est-ce que je dis? Je dirais que vraiment ce dialogue est béni et que le chef de l'État attend des propositions, des échanges fructueux qui sortiront de ce dialogue. Et par rapport à l'engagement de tous les Camerounais, je propose que nous soyons attentifs et que nous soyons humbles, qu'il y ait la sincérité du cœur et que nous soyons en mesure de demander aussi pardon. Parce que le pardon se donne, mais il se demande aussi. Prendre l'exemple de cette jeune compatriote. Alors, Stéphane Akwa, avant peut-être de prendre les propositions que vous pensez pouvoir contribuer à la suite de ces travaux vers ce chemin que nous recherchons de la paix, il y a la question de l'impact et de l'influence de ces réseaux sociaux qui a quand même été ressorti par ce jeune compatriote. On n'en a peut-être pas fait écho, mais il s'y dégage quand même une action par rapport à la capacité, peut-être pas de nuisance, d'influence ou d'orientation que ces espaces et nos compatriotes de la diaspora peuvent avoir à travers ces espaces, pas seulement ceux de la diaspora. Vous posez la question à l'instant de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour la mutation. Il y a une littérature abondante sur la relation entre les réseaux sociaux et la démocratie, sur la question de la radicalisation, notamment les jeunes occidentaux enrôlés par Al-Qaïda. On a travaillé sur la façon dont ils ont été au contact de cette idéologie et comment ils ont adhéré à des propositions. Ils en sont venus à quitter leur pays, changer de patronyme pour devenir des combattants, parfois des tueurs sans pitié. Donc on peut travailler là-dessus. J'ai le souci qu'à chaque fois que l'on questionne la société camerounaise sur ses dysfonctionnements, tout de suite, on estime dans le diagnostic que la maladie vient des réseaux sociaux. C'est un peu trop rapide, c'est trop facile, c'est d'ailleurs rarement bien argumenté. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui font que dans les familles, on ne se parle pas, que des gens vont chercher sur Internet leurs loisirs. Vous avez, c'est revenu timidement, à Yaoundé, je crois, une salle de cinéma qui fonctionne. Donc si votre enfant veut regarder des images qui bougent, que vous avez confisqué le téléviseur parce que c'est un soir de Ligue des Champions, il ira sur un ordinateur chercher le film de sa préférence. Mais il navigue. Donc dans une navigation, on peut emprunter des canaux qui vont vous amener. Voilà. Mais si vous aviez décidé qu'en famille, soit le téléviseur est banni, soit l'ordinateur est contrôlé, mais surtout la convivialité est conservée, vous éviterez, je le suppose, de terribles surprises. Donc, il faut aller au fond de nos problèmes. Il faut aller
là où ça ne va plus, dans les familles où on ne se parle plus, chez ces jeunes qui ne savent pas quoi faire d'un samedi après-midi ou d'un dimanche après le culte. Il faut travailler sur tout ça. Vous avez une région comme celle ça du relève centre. de la famille, non? C'est à partir de la base. Vous n'avez pas de loisirs à familial. Yaoundé, vous n'avez plus de terrain de jeu, vous n'avez pas d'organisation. Quelqu'un disait dans une autre discussion que pour un pays de football, on a quelques milliers de licenciés à la Fédération camerounaise de football. Donc, les jeunes peuvent jouer un peu dans la rue, mais ils ne sont pas enrôlés. C'est un autre enrôlement dans des clubs avec ce plaisir que l'on a de côtoyer des gens pour pratiquer un sport qu'on aime tous. Ce sont beaucoup de choses que l'on a perdues. Allons faire le comptage des bibliothèques si vous le voulez. Regardons les effectifs dans les salles de classe. Donc, il y a beaucoup de choses profondes et ça ne se résume, les problèmes ne se résument pas aux réseaux sociaux. Donc allons plus loin que cette facile réponse ou cette facile accusation pour se poser de vraies questions sur notre Cameroun d'aujourd'hui, la vie dans nos villes, les relations entre les éléments d'une même parenté, etc., etc. Vous avez, je parlais tout à l'heure de cette mixité ou ce mélange, vous pouvez questionner des Camerounais qui ont même pas la trentaine d'années vécues sur cette terre et qui, du Cameroun, ne connaissent que 3 régions au grand maximum sur les 10 qui, pour l'instant, composent notre pays. C'est quelque chose qu'il faut cesser d'accepter. On doit pouvoir, à un certain âge, avoir fréquenté tous les coins et recoins de notre territoire national et d'être à l'aise dans toutes les situations, quel que soit l'interlocuteur, d'où qu'il vienne, parce qu'on a été accoutumé à ces fréquentations. Donc c'est pour moi important. Oui, en termes de propositions justement pour sortir, comment faire pour qu'on puisse capitaliser au-delà les jours qui restent avant le terme de ce dialogue? C'est l'un des éléments les plus intéressants du discours du sultan, c'est qu'il dit, au détour d'une phrase, allez la retrouver, qu'après la discussion, il faudra aller à l'Assemblée légiférer. Lui le dit. Donc, le catalogue de recommandations, le listing des résolutions compilé dans un beau document, certainement chargé de photos, qu'on remettrait au président de la République, qui exécuterait à son rythme les réponses ainsi collectées, lui n'en veut pas. Donc, il est audacieux sur la durée des mandats, etc. Mais il dit aussi, et il donne une indication méthodologique que je trouve vraiment utile, allons à l'Assemblée après cela. Et les recommandations... transformons-les en loi. En loi. Et je crois qu'il faut être vigilant pour qu'effectivement, ce souhait du sultan soit une réalité en termes de méthode et de pratique pour les jours qui suivront la fin des discussions. Voilà, chers messieurs et dames, nous arrivons au terme de cet échange. On vous dit merci Madame Hélène Tchouentecom. Vous avez répondu à cette sollicitation pour ce premier débrief, n'est-ce pas, du Grand Dialogue National, en tout cas de la première journée de ce Grand Dialogue National. Merci à Stéphane Akwa pour ses lectures, ses propositions et surtout ce décryptage des aspects à la fois politiques, sociologiques qu'on peut déjà dégager de cette première journée. Des faits marquants, prise de parole du sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombondjoya, du haut de son statut de patriarche, le chairman du Social Democratic Front, et surtout, en plus de l'allocution du Premier ministre, cette intervention de 2 jeunes Camerounais, une jeune fille et un jeune garçon, qui ont dit leur volonté de retrouver la patrie, et certainement aussi leur volonté d'être des modèles pour ceux de ses compatriotes encore dans les brousses. En attendant, ce n'était que la première journée, un débrief offert à nos téléspectateurs en annonçant d'autres déploiements, toujours sur le champ de ce grand dialogue national. D'abord, dans les travaux en journée du haut des collines du Mont Kolniada, et ensuite à travers les différentes articulations, des sessions d'information, des programmes spécifiques. On vous dit, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis pour ce premier débrief du Grand Dialogue National. Prenons rendez-vous avec d'autres invités, surtout, et les développements que nous offrirons ce Grand Dialogue National. Merci infiniment, bonsoir, et restez scotchés sur le J'ai trouvé que c'était plutôt cool et que vous avez eu